passer la parole maintenant à Alain Sauvanet, que vous connaissez tous, qui est chirurgien à l'hôpital Beaujon. Et je lui ai donné un sujet un petit peu difficile, enfin j'ai trouvé, qui était le suivant: la difficulté des essais randomisés étudiant l'impact des curages, le problème de l'uniformité des techniques. Et c'est vrai, il y a quelques années, j'étais responsable d'un essai randomisé avec Marc Quichot de Montpellier, qui testait la chimiothérapie préopératoire dans les cancers d'estomac. Et comme j'étais responsable, j'avais été amené à relire tous les comptes rendus opératoires et à relire les comptes rendus histologiques. Et je dois dire que dans 50% des cas, je ne savais pas bien où étaient placés les ganglions. Donc, Alain va nous expliquer pourquoi. Monsieur Lasserre, merci de votre invitation. Merci de m'avoir confié ce sujet que vous m'aviez d'ailleurs proposé de modifier. Et puis, je me suis dit, il doit y avoir un petit défi à relever, donc relevons le défi. Et merci de votre invitation en tout cas. Alors effectivement, les essais randomisés étudiant l'impact des curages, il y a quelques problèmes d'interprétation et finalement de validité de certaines études. Je vais essayer donc de vous montrer quels peuvent être les points sujets à caution, en sachant que les perspectives d'amélioration ne sont pas forcément à la même échelle. Bon, ça c'est la diapo introductive qui rappelle qu'on fait de la chirurgie carcinologique et que pour beaucoup de cancers, il faut un curage ganglionnaire au moins pour stadifier, évaluer le pronostic. Rôle thérapeutique éventuel, on devrait souligner éventuel, voire même le mettre en majuscule parce qu'il n'y a pas beaucoup de cancers où enlever le ganglion a vraiment un vrai impact sur le plan traitement. Si vous me demandez un petit exemple, je dirais peut-être un peu les tumeurs neuroendocrines, et encore, j'en suis même pas certain. Ça a un impact sur la morbidité post-opératoire, on va en revenir. Et donc, en chirurgie digestive, je ne parlerai peut-être pas que de chirurgie digestive, mais beaucoup de chirurgie digestive, il est difficile d'interpréter les études s'intéressant au curage pour plusieurs facteurs que voici, c'est le but de mon exposé. Premièrement, la topographie des ganglions, je trouve qu'il est assez difficile, dans certains cas, de répondre à la question: s'agit-il d'un ganglion de proximité ou à distance? Le concept de ganglion de proximité ou à distance est quelque chose, je crois, de reconnu. Il y a quand même pour pas mal de cancers une différence de pronostic entre le petit ganglion de proximité et le ganglion situé loin. Et puis alors il y a des régions où on se perd plus facilement. Alors vous allez me dire, j'ai choisi exprès des régions que je connais pas trop mal. Avant de faire de la chirurgie pancréatique, j'ai fait un peu de chirurgie de cancer de l'ésophage. Et je trouve que dans les deux, c'est les deux exemples que je vais prendre, il y a de quoi se perdre et que le fait d'avoir numéroté les ganglions ne règle pas tous les problèmes. Dans le cancer de l'ésophage, il y a un certain nombre d'années, on regardait les ganglions sus-aortiques, les ganglions sous-aortiques, les ganglions abdominaux. On les étudiait, ils étaient enlevés, curés par le chirurgien. On regardait le risque d'extension ganglionnaire en fonction de la topographie de la tumeur, tiers moyen, tiers inférieur. Et puis on essayait de se faire une idée du pronostic, mais c'était d'une effroyable complexité. Et je pense que le fait que dans la dernière classification de TNM que j'ai extrait du Thésaurus, et je pense que j'ai donc extrait la dernière, j'ai fait cette diapositive il y a 48 heures, eh bien je crois que les gens ont renoncé à régler ces problèmes de topographie, puisque les adénopathies considérées comme régionales incluent les cervicales, les thoraciques et les abdominales supérieures, y compris cœliaques. Et seules les adénopathies susclaviculaires et les adénopathies lombo-aortiques sont considérées comme métastatiques. Et puis on regarde surtout le nombre de ganglions envahis et beaucoup moins la topographie qu'avant. Alors certes, les chirurgiens japonais, qui sont des fans du curage ganglionnaire, qui les ont extensivement étudiés, se sont dit, on va peut-être mettre quelques numéros à ces ganglions. Je vous mets au défi de retenir la numérotation des ganglions du médiastin. Je vous prends un exemple ici. Vous prenez une petite femme un peu gibbeuse, un peu syphotique, avec pas très grande, et vous lui faites donc une œsophagectomie. Et puis moi je vous mets au défi de faire la différence dans cette région entre les ganglions 7, 8, 9 et 10. Tout est un peu au même endroit. Je ne sais pas si c'est très intéressant, je ne sais pas si c'est très utile. Dans l'adénocarcinome de la tête du pancréas aussi, on peut se perdre.
J'ai extrait ces schémas d'un chapitre consacré au curage ganglionnaire. J'ai oublié de le référencer, mais vous voyez quand même que pour les cancers de la tête du pancréas, il y a quand même un overlap un peu étrange dans cette région entre les ganglions classés N1 et les ganglions classés N2 sur ce deuxième dessin. Alors certes, il y a des numérotations qui pose à mon avis toujours les mêmes problèmes, enfin n'évite pas les mêmes problèmes. La différence entre les ganglions 8 et 9, moi j'ai du mal à la faire, y compris chez un malade mince. Il y a une espèce de continuum de ganglions quand on fait le curage le long de la faute de l'artère hépatique jusqu'à la région cœliaque droite. Et je ne vous parle même pas des ganglions situés autour de l'artère mésentérique supérieure. Il a fallu rajouter 4 sous-catégories pour bien classer ces ganglions. Donc tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui n'est pas utilisable. Je crois que ça s'applique assez bien à ces numérotations. Alors, il y a un deuxième problème, c'est la technique du curage et la technique d'échantillonnage chirurgical des ganglions lorsque l'échantillonnage est fait par les chirurgiens. C'est une technique qui doit être précise. Pour limiter la morbidité, pour être standardisé, homogène, pour être sûr que tout le monde parle de la même chose. Et je crois qu'on en a un certain degré de démonstration avec l'essai randomisé consacré au curage ganglionnaire publié dans le New England en 1999. Pour ceux qui ne connaissent pas cet essai, on peut remarquer que cet essai hollandais est signé, entre autres, par un auteur japonais. L'explication est la suivante, c'est qu'il y a un chirurgien japonais qui est venu former tous les chirurgiens qui ont participé à cet essai, et la formation n'a pas été une demi-formation, vidéo, petit mémoire dédié à cette étude, visite dans la salle d'intervention. Le chirurgien expert a été présent dans chaque centre pendant les 4 premiers mois de l'étude. La dissection D2, c'est-à-dire le curage extensif, a été fait par une partie seulement des chirurgiens parce qu'il était considéré comme plus difficile et donc plus difficile à standardiser. Les autres chirurgiens pouvaient faire des interventions un petit peu moins compliquées, mais toujours sous la supervision de ce chirurgien expert. Et le chirurgien expert donnait aussi des conseils pour l'échantillonnage. Et enfin, il y avait des réunions régulières pour des contrôles qualité, j'imagine, pour vérifier que l'étude avançait dans le bon sens et qu'il n'y avait aucune déviation par rapport au protocole institué. Et donc là, on voit quand même que ces chirurgiens hollandais, très bien organisés, il n'y a pas qu'en matière de chirurgie du cancer œsogastrique qui sont très bien organisés, parce qu'en chirurgie pancréatique, il faut quand même reconnaître qu'ils font des travaux absolument remarquables, eh bien, ils ont réussi à standardiser quelque chose qui a le mérite de rendre leur étude parmi les plus, applicables, enfin les plus crédibles en matière de résultats, et donc finalement les études qui sont le plus susceptibles de changer nos pratiques. Ensuite, l'examen anatomopathologique, il doit être standardisé. Alors je vais probablement enfoncer des portes ouvertes et je vais essayer de ne pas trop répéter ce qu'a dit très élégamment Jean-Yves Squazec et surtout ne pas dire l'inverse de ce qu'il vient de dire, mais je crois qu'il faut savoir de temps en temps quand même dire les choses, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de standardisation. On en a la démonstration dans certaines databases. Donc ça, c'est une grande database multicentrique qui est utilisée à toutes les sauces. De 1998 à 2003, dans cette database, il y avait 4000 pancréatectomies pour cancer. 10% des patients n'avaient aucun ganglion analysé. Je pense quand même que c'est un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Il faut probablement mettre le minimum un petit peu plus haut. Et quand on s'intéresse à des choses un petit peu plus fines, comme le cancer sur TIPMP, qui est un modèle qu'il est intéressant d'étudier parce que l'extension du cancer dans la glande pancréatique, dans les ganglions, peut être éminemment variable en fonction de l'agressivité de la tumeur, du phénotype, etc. Eh bien, on s'aperçoit que dans la même database, en extrayant les cancers sur TIPMP, eh bien, il y a 4 quartiles exactement de la même taille, avec dans le premier quartile 1 à 5 ganglions seulement examinés, dans le deuxième 6 à 10, dans le troisième 11 à 16 et dans le quatrième plus de 16.
on souhaiterait peut-être que le premier quartile, voire même le deuxième, n'existe pas, et on serait comme ça plus heureux de lire les résultats extraits de cette database. Il y a aussi, et ça tu l'as très bien dit Jean-Yves, probablement beaucoup mieux que ce que je vais réussir à dire moi-même, il faut savoir de à quelle technique se fier pour apprécier le diagnostic de métastase ganglionnaire. Quand j'étais petit, j'avais été assez impressionné par cet article, du temps que je m'intéressais à la chirurgie de l'œsophage, et donc j'avais compris qu'il y avait des patients qui étaient classés N0 à tort. On n'avait pas encore les implications pronostiques de cette modification de technique permettant d'apprécier l'extension ganglionnaire. J'ai trouvé cet article qui concerne le cancer du sein, une tumeur à laquelle je ne connais absolument rien, mais j'ai cru comprendre en lisant ce papier, en faisant donc un petit peu de biblio pour préparer cet exposé, que lorsqu'on fait donc de la biologie moléculaire sur les ganglions, on trouve des métastases ganglionnaires parfois extrêmement petites qu'on ne voit pas à l'examen histologique standard, et que la positivité donc de cette recherche en biologie moléculaire a des implications pronostiques. Ce papier a peut-être des faiblesses méthodologiques que je n'ai pas réussi à lire, à détecter, parce que je ne suis pas expert en cancer du sein, mais on voit bien quand même qu'il y a, on ne peut pas considérer, et ça quand on est chirurgien, on ne le sait pas très bien, on ne peut pas considérer l'examen anatomopathologique quand on le reçoit donc comme ça quelques jours après l'intervention, comme l'étape de la loi. Il peut y avoir de temps en temps des sous-finesses et il faut savoir rentrer un petit peu plus finement dans l'analyse de la maladie et du compte-rendu. Ensuite, l'extension ganglionnaire peut avoir un pronostic qui varie à topographie égale. Alors ça, c'est un petit papier maison, qui n'est sûrement pas un grand papier. Vous voyez, on ne l'a pas mis dans une très grande revue. Mais on avait initié cette étude parce qu'on s'était dit, mais on reçoit pas mal de comptes rendus où il y a marqué tumeur du pancréas avec un ganglion ou deux ganglions envahis par contiguïté. Et on s'était dit, mais le ganglion par contiguïté, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça doit influer sur la prise en charge du patient? Est-ce que c'est aussi grave ou moins grave que l'envahissement hématogène classique? Alors, je vous montre les résultats de l'analyse multivariée, pas de toute l'étude, mais grosso modo, vous voyez qu'en univarié, cette extension ganglionnaire de contact qu'on appelle C+, elle a des implications pronostiques extrêmement faibles, beaucoup moins que l'extension ganglionnaire standard. On a essayé aussi de l'apprécier par un lymph node ratio spécifique, lymph node ratio pour l'extension de contact, lymph node ratio pour l'extension classique, hématogène. Et vous voyez qu'en multivarié, eh bien, l'extension de contact, elle n'a pas de poids pronostique. Et donc, là encore, maintenant, on regarde un peu ces extensions de contact, pas tout à fait avec le même œil, puisqu'on a l'impression qu'elles ne s'apaisent moins lourd. Et il y a sûrement d'autres exemples en cancérologie que je ne connais pas, où cette extension de contact a été étudiée et a peut-être pas le même poids pronostique que l'extension hématogène ou standard. Il y a aussi l'effet des traitements préopératoires. Et alors, les traitements préopératoires, force est de reconnaître que c'est quand même, à mon avis, un des plus grands progrès en cancérologie. La chirurgie a fait des progrès, mais je crois quand même que si la cancérologie chirurgicale a fait des progrès, c'est grâce aux traitements préopératoires. Et ces traitements préopératoires, surtout la radiothérapie, modifient les caractéristiques des ganglions. Je vous ai mis deux exemples. Ça, c'est un essai randomisé sur le cancer de l'œsophage. Vous voyez que le nombre de ganglions, de patients qui ont un nombre de ganglions métastatiques supérieur à 3 est réduit significativement dans le groupe chimio-radiothérapie préopératoire. Et puis de toute façon, ce qui est toujours réduit aussi, c'est le nombre de ganglions analysés, examinés, quelle que soit la façon dont on l'étudie. C'est pareil pour le cancer du rectum. Je ne suis pas sûr d'avoir pris la meilleure référence. Ce n'est pas un essai randomisé, mais on voit bien qu'il y a moins de ganglions dans le mésorectum après radiochimiothérapie et moins de ganglions métastatiques. Et donc là, évidemment, ça oblige à tenir compte de ce traitement préopératoire, de ses modalités sur l'extension ganglionnaire et l'analyse ganglionnaire.
Ensuite, il y a des essais randomisés qu'on a envie de pouler. Je vous prends l'exemple de la lymphadenectomie élargie pendant la duodéno-pancréatectomie céphalique pour cancer. On aurait envie, alors que ces essais, vous voyez, pris individuellement, l'essai italien, qui est en fait un essai italien et hollandais, les deux essais américains et l'essai japonais, eh ben, on aurait envie de faire une espèce de grande méta-analyse assez rigoureuse, tenant compte de l'intervention réalisée, du nombre de ganglions examinés, etc. Il y a quand même un problème, c'est que, alors que maintenant on sait très bien qu'il faut faire de la chimiothérapie adjuvante après exérèse d'un adénocarcinome du pancréas, eh bien aucun de ces essais n'a utilisé ce qui est le traitement adjuvant standard actuel, puisqu'il y a des patients qui ont eu de la radiothérapie intra-opératoire, et deux essais américains, les patients ont eu de la chimioradiothérapie, parce qu'aux États-Unis on fait de la radiochimiothérapie pour le cancer du pancréas, et au Japon il y a 0 traitement adjuvant. Donc à mon avis, pour faire la bonne méta-analyse, on va avoir beaucoup de difficultés, et d'ailleurs à ma connaissance, elle n'a pas été faite de façon extrêmement rigoureuse et convaincante, probablement à cause de ce problème de traitement adjuvant très différent d'une étude à l'autre. Ensuite, nous sommes chirurgiens, faire du curage ganglionnaire, un curage ganglionnaire c'est bien, mais ça peut avoir quelques conséquences. Et quand on regarde par exemple ce qui se passe dans la chirurgie de l'œsophage, on peut dire que le chylothorax est une conséquence du curage médiastinal fait au cours de l'œsophagectomie. Et alors là, la littérature est extrêmement décevante. Déjà, elle est décevante parce que les auteurs n'utilisent pas la même définition du chylothorax post-opératoire. Et cette définition, elle explique probablement le fait que l'incidence du chylothorax post-opératoire varie du simple au quadruple, de 1,1% à quasiment 6%, il y a même un pic à 8,6% de prévalence. L'attitude thérapeutique, certes, varie, mais on se demande si c'est les mêmes malades, puisque vous voyez que la mortalité de cette complication varie de 4 à 45%. Et donc là, à mon avis, il est impossible de comparer les études entre elles. C'est certainement pas les mêmes malades. Ils ont tellement été traités de façon sélectionnés et traités de façon différente que la littérature ne fait aucun progrès. J'avais un peu travaillé sur le chylothorax en 98. J'avais signé avec Laurent Duguay un papier qu'on avait mis dans le British. J'ai relu donc il y a 2 jours un papier de 2016. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu 0 progrès sur cette complication en 20 ans. L'acide chylose après DPC, une complication assez classique, qu'on voit plus quand on fait des curages étendus, quand on fait des résections veineuses. Là encore, des problèmes de définition. Il y a même des papiers publiés en 2017 qui n'utilisent pas la définition consensuelle publiée par l'International Study Group de chirurgie pancréatique en 2016. Et donc, chacun utilise une définition assez proche de celle du voisin, mais pas tout à fait la même. Et donc, on se retrouve à essayer de comparer des études qui ne sont pas comparables. Et là encore, on ne fera pas beaucoup de progrès sur cette complication si on continue à faire les choses de cette façon. Et donc, ce constat des lieux appelle peut-être les conclusions suivantes et peut-être un petit commentaire que je rajouterai sans l'avoir écrit. Ces études sur le curage ganglionnaire manquent de standardisation. Il faut standardiser la technique du curage, mais vous imaginez que la méthodologie du référent formateur utilisé dans l'essai hollandais est quelque chose d'extrêmement lourd, et je ne sais pas si on peut refaire aussi bien facilement. Il faut tenir compte, à mon avis, d'un grand progrès incontournable que sont les traitements préopératoires. Ils sont utilisés de plus en plus fréquemment, et là, évidemment, il y a l'influence sur l'analyse de l'extension ganglionnaire. Pour l'examen anatomopathologique, je crois que ça a déjà été fait. Il y a des recommandations, il faut qu'elles soient suivies, puis peut-être aussi les faire évoluer, parce que si elles sont trop contraignantes et si elles ne apportent pas grand-chose, ces recommandations, si elles sont trop strictes, il faut peut-être savoir aussi relâcher un petit peu la pression avec ces recommandations. Et puis, ça, c'est un travail qui est plus chirurgical. Il faut que l'appréciation des suites opératoires et des complications éventuelles de ces curages utilise des définitions qui sont consensuelles et donc également standardisées.
Et puis, alors, si vous me demandez, est-ce que l'avenir de la chirurgie cancérologique passe par de nouveaux essais concernant le curage ganglionnaire? Je ne vous cache pas que j'aurais tendance à dire que probablement non. Moi, personnellement, j'ai l'impression, en tout cas pour les cancers que je connais, c'est que la chirurgie a atteint un certain niveau, je dirais, la partie un peu horizontale de l'asymptote, et que c'est, à mon avis, plus du côté des traitements périopératoires qu'on arrivera à faire des progrès. Mais en revanche, il y a certainement des tumeurs pour lesquelles, au moins pour des raisons de stadification, il faut continuer à faire des curages, mais il faut essayer de faire des curages, je dirais, dans de meilleures conditions, et en particulier avec une meilleure reproductibilité des méthodes, de l'analyse des résultats et des complications d'une étude à l'autre, quand ces études comprennent le traitement chirurgical de tumeurs avec d'assez larges curages. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alain Sauvanet donc, pour cet exposé qui n'était pas très facile. Moi, je voudrais juste revenir. Tu as cité le rôle thérapeutique du curage. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui, j'ai essayé de le dire. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Est-ce que tu ne crois pas quand même que l'essai de l'estomac, qui est quand même pas mal foutu, oui. Le dernier démontre quand même, au cours du curage D2, pour les tumeurs assez évoluées, qu'il y a un bénéfice? Non. Moi, j'avais pas compris ça, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lu à fond. Hein. Oui, il a été publié 3 fois avec les résultats à long terme. Oui, il a été publié 3 fois. La première publication, Alain, que tu as montré avec Sasako, le taux d'adéquation dans la randomisation, qui est spécifié dans le travail, n'est pas très bon. C'est-à-dire que même avec toute la méthode qu'ils avaient mis derrière, ça a l'air difficile de dire à un chirurgien d'arrêter un curage quand ça vient bien et que tu avances bien avec ton dissecteur, et puis de l'autre côté d'aller chercher le 3e point de problème quand il faut finir le D2 et que ça coince. Donc même dans ce papier-là, il y a un taux d'adéquation, je sais plus, je crois qu'il y a 30% des patients pour lesquels ils n'étaient pas bien par rapport à ce qu'ils avaient demandé. Bon, en tout cas, les Hollandais n'hésitent pas à s'organiser de cette façon. Là, ils font un essai randomisé de pancréatectomie gauche, célioscopie versus laparoscopie. Mais avant de faire cet essai-là, ils ont lancé une grande période de formation, un grand programme de formation dans les différents, à la pancréatectomie gauche laparoscopique, pour que, les gens puissent inclure, mais surtout qu'ils fassent les pancréatectomies gauche de la même façon. Les Belges l'ont fait pour les côlons céliaux il y a déjà plus de 10 ans, avec des films pour être validés dans les études. Et sinon, quand même, l'étude que tu as montrée sur le curage, la 3e publication de cette étude, ils ont fait 3 publis. Ils en ont fait une d'abord pour dire qu'il y avait plus de morts et qu'il ne fallait pas le faire, la première. Ils en ont fait une après pour dire que c'était à peu près pareil. Et la dernière, effectivement, il y a un avantage en survie quand on fait des grands curages. Sur ce papier-là. Est-ce qu'il y a des questions? C'est Soisek qui voulait parler, je l'ai vu, il a essayé d'arracher le micro à M. Villet, mais... C'était un commentaire sur les Hollandais, d'ailleurs, Gustave aussi, on adore les Hollandais, comme vous le savez. Ah oui, ils sont les chirurgiens hollandais en particulier. Non, c'était pour dire qu'en plus, pour faire une analyse rétrospective de la qualité des comptes rendus, puisque la Hollande est très bien organisée, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils déversent tous leurs comptes rendus dans une espèce de base de données nationale, qui comme tous les comptes rendus à l'impact, et donc effectivement c'est aussi des mines d'informations qui commencent à utiliser et qui pourraient répondre à une partie des questions sur la qualité des échantillons et sur la qualité des protocoles. Commentaire? Il y a un petit commentaire. Alors, je peux faire un commentaire rapide sur l'essai hollandais. À propos d'un essai qui va, je l'espère, être accepté au niveau national français, dans la continuité de ce qu'on a fait pour le pancréas à droite, pour le pancréas à gauche. Vous savez, pour ceux qui sont chirurgiens, oui, c'est complètement dépassé. Cependant, tous les chirurgiens digestifs font maintenant du RAMS, c'est-à-dire un curage en enlevant le fascia pré-rénal, l'envoi surrénal, etc. Donc je suis absolument pas convaincu qu'il soit utile sur le plan carcinologique. Beaucoup ou tous? Ouais, beaucoup ou tous? Pas tous. Pas tous. Certainement pas. Non, pas tous. Non. Pas possible. Non, pas tous, mais bon. Enfin, surtout que ça prend un peu de temps.
Ça prend du temps et on dit que c'est la technique de référence. Il n'y a jamais eu d'essai randomisé qui l'ait montré. Jamais. Or, le problème, c'est que les marges des pancréas gauche, ça n'a jamais été étudié. Donc, on a déposé un projet de PHRC sur l'étude des marges de résection, avec comme objectif principal de l'étude les marges de résection, mais avec une randomisation RAMS versus standard. En disant quand même le standard, vous essayez de ne pas le faire en sortant la rate en premier, si on part du milieu, comme on l'a appris, mais on fait une pancréatectomie tout à fait standard. Alors je pense que, mon avis, connaissant maintenant un tout petit peu mieux le cancer du pancréas, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le RAMS qui change vraiment le pronostic de cette maladie terrible. Et ce que dit Alain, ça rejoint tout à fait ce que dit Alain, complètement. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de traitements néoadjuvants, probablement les cancers du pancréas vont être tous traités dans un avenir proche, en préopératoire. Donc le problème, c'est d'essayer de valider, de standardiser les techniques pour avoir une standardisation de l'acte opératoire et une standardisation de l'examen anatomopathologique, ce qui est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si on arrivera à faire comme les Hollandais, mais on a prévu, sous l'impulsion, je dois dire, de Christophe Mariette, j'aurais jamais osé, moi, dans la lettre d'intention, on ne l'a pas trop dit, mais dans le projet définitif, il est prévu que le responsable, l'investigateur principal du projet, quand même, étant proche de l'âge de la retraite, aura plus de temps, c'est pas dit, fasse le tour, fasse le Sasako. C'est-à-dire, je vais faire le Sasako pendant un an, faire le tour des centres pour aller voir comment les gens font. Un petit côté japonais. Tu vas faire un petit côté japonais. C'est assez rigolo, voilà. Non, mais on peut peut-être, ce sera beaucoup plus dur qu'en Hollande, mais on peut peut-être arriver à faire un peu avancer les choses. Voilà. Non, moi je dirais que si tu as ton côté Dukes, ça serait bien quand même. Je suppose que tu as visité le laboratoire de Dukes. Ça, c'est... Bien. Eh bien, j'aurais une question. Parmi vous, il y a sûrement des gens qui connaissent très bien le cancer du sein. Ce papier où la PCR on va donner peut-être la parole conditionne sur les ganglions, conditionne le pronostic. Ça vous émeut? C'est un artifice statistique? Non, tu veux répondre? Attendez. C'est l'essai qui montre que si tu veux, lorsque tu as des... En fait, c'est l'essai sur les cellules lésionnantes, mais faites en PCR. Oui. Voilà. Mais je ne crois pas que... Tu veux remettre le diable? Si on peut l'avoir, la diapo, c'est un essai, donc c'est dommage que Frédéric... Il y a pas mal de malades, c'est la seule chose que j'ai pu voir par moi-même. C'est-à-dire qu'on module le pronostic par l'intensité de l'atteinte ganglionnaire. C'est quelque chose qui est général en cancérologie, non? Non, mais le fait que... Plus c'est gros, plus c'est mauvais en général. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on est passé à la pratique clinique avec... La RT-PCR je suis désolé, j'arrive pas à faire afficher la... Oh, il y a eu toute une... Voilà. Voilà, ça va être ça, j'y arrive. Voilà. Cette courbe-là, Oui. Le fait que une telle différence entre PCR positive et PCR négative, en sachant que vous voyez qu'il y a dans les PCR positives, il y a pas mal de malades qui n'avaient pas de métastase ganglionnaire sur l'examen histologique classique. Il faut retenir ça, ou c'est simplement un artifice statistique et c'est jamais rentré en pratique depuis 2010, le papier de 2010. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que la RT-PCR est faite sur des ganglions qui ne sont pas évalués en histologie standard. C'est pas. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ah oui. Voilà. Je comprends. Donc c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Donc ça peut expliquer certaines choses. D'accord. Voilà. Oui. Alain, je voudrais juste poser une question. Je suis très content que tu aies parlé des complications. Ah oui, moi j'adore les complications, j'en ai beaucoup. Oui, moi aussi. Ça m'empêche de dormir, Mais et j'en moi, aurai ça beaucoup m'empêche jusqu'au de dormir, bout, j'en ai et plus. ça fait des sujets de travaux en plus. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de l'acide chylose, du chylothorax, je trouve que c'est toujours minimisé, il n'y a pas de bonne définition, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors pour l'acide chylose après DPC, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu et tout le monde finira par utiliser la définition de l'International Study Group. La définition, elle est homogène. Ensuite, il y a la graduation de la sévérité A, B, C en fonction du type de prise en charge
nécessaires pour le traitement de cette complication. Le chylothorax Ça me permet de te post-ésophagectomie, poser je quand ne même vous cache une pas question. que Est-ce j'ai que- été consterné de lire les papiers de 2016. Est-ce que vous, Alain, vous avez essayé comme nous l'école ou ça sert à rien? Tu vaporises à la fin? Non, ça je sert mets à rien des nœuds, moi. Je Oui, mets des mais en dehors de nœuds ça, et puis un peu, les j'utilise un peu acétyleuses. pour les plus petits lymphatiques Mais ça sert à rien de l'harmonique. ça sert à rien de vaporiser le. Non, je crois pas. Il n'y a pas eu d'études là-dessus. Non, Ça bouge les draps. ouais. Ça colle les drains. Ouais. Bien. Bien, merci beaucoup.